Un enfant tremblant désignait une poubelle au milieu de la rue, et les passants l'avaient écarté comme n'étant rien de plus qu'une farce enfantine. Ce n'est qu'après qu'un millionnaire se soit arrêté, la curiosité le poussant à se pencher davantage, que ce qu'il y découvrit le glaça sur place. À première vue, ce n'était qu'un autre après-midi paisible dans une rue tranquille. Mais le doigt tremblant et les cris désespérés d'un enfant déchirèrent le silence. La portière d'une voiture de luxe s'ouvrit. Les chaussures en cuir noir poli d'Alexander Harris touchèrent le pavé de la place, chaque pas lourd, délibéré. Son costume gris anthracite lui allait parfaitement, dessinant une présence d'autorité qui faisait s'arrêter les passants. Un instant, Alexander ne remarqua rien. Il était habitué à ces regards, mi-admiration, mi-distance. Il sortit et leva le visage vers la brise du soir qui balayait la ville. Pour lui, ce n'était qu'un bref arrêt lors d'un voyage d'affaires, et dans son esprit, l'endroit n'avait aucune signification réelle. Juste une petite ville, quelques magasins miteux, des visages inconnus se pressant le long d'une rue étroite. Il avait l'intention de se rendre directement au café de l'autre côté de la place, où il avait rendez-vous avec un partenaire commercial. Mais le son perçant du cri d'un enfant retentit, si brut, si fort, qu'il noya le bourdonnement des moteurs et le murmure de la foule. Il s'arrêta au coin de la place, à côté d'une imposante poubelle publique. Un petit garçon frêle se tenait là, sanglotant. L'enfant avait environ 6 ans, ses vêtements sales et déchirés, serrant contre lui un ours en peluche usé et délavé. Il ne pleurait pas seulement, il suppliait, ses petites mains pointant frénétiquement la poubelle. « S'il vous plaît, vous devez me croire. Ma maman est enfermée à l'intérieur, s'il vous plaît, sauvez-la. » La voix du garçon était rauque, presque cassée. Quelques passants s'arrêtèrent. Ils le regardaient avec un mélange de curiosité et de malaise. Une femme secoua la tête et murmura à son mari, « Il imagine des choses, le pauvre. Sa mère est probablement partie. » Un vieil homme avec une canne s'approcha, jeta un coup d'œil à la poubelle, puis au garçon. Finalement, il secoua la tête, « Impossible, il n'y a rien là-dedans à part des ordures. Personne ne pourrait être à l'intérieur. » La foule se dispersa lentement. Personne ne souleva le couvercle, personne n'osa essayer. Ils laissèrent le garçon pleurer, comme si son appel n'avait rien à voir avec eux. Alexander fronça les sourcils. Il était sur le point de continuer son chemin quand il sentit soudain un tiraillement sur la veste de son costume. Le garçon avait couru vers lui, s'accrochant désespérément, sa voix tremblante mais urgente. « Monsieur, s'il vous plaît, croyez-moi. Ma maman est là-dedans. Ils ne la sauveront pas. » Les petites mains sales de l'enfant s'accrochaient à sa veste coûteuse. Alexander fronça les sourcils à ce contact. Il se pencha, rencontrant le visage ruisselant de larmes du garçon. Ses yeux, grands et brillants, luisaient d'un désespoir pur. Mais la raison l'emporta rapidement. Alexander écarta les mains du garçon, sa voix ferme et froide. « Va trouver tes parents. Ne t'accroche pas à moi. » Il tourna le dos et s'éloigna à grands pas vers le café. Derrière lui, les pleurs devinrent plus forts, plus désespérés. « Cette fois, je dis la vérité. Ma maman est là-dedans. S'il vous plaît, croyez-moi. » Quelques rires moqueurs s'élevèrent de la petite foule voisine. Il imagine des choses. Il veut probablement juste attirer l'attention. Alexander poussa la porte du café. Mais avant d'entrer, il jeta instinctivement un coup d'œil en arrière. Le garçon s'était effondré sur le sol, serrant un ours en peluche contre sa poitrine, ses petites épaules tremblantes. Puis il leva la tête et le regarda. Ce regard n'était pas la moue malicieuse d'un enfant boudeur. C'était le regard de quelqu'un sur le point de perdre tout espoir, un regard suppliant qui lui rongeait l'esprit. Alexander frissonna, se forçant à se détourner. Il entra, mais quand il s'assit, sa main resta posée sur la tasse de café, incapable de la soulever. Dans sa tête, les mots du garçon résonnaient, « Ma maman est là-dedans. » Un cri d'aide qui s'accrochait comme une épine, pressant ses pensées, le laissant étrangement mal à l'aise. Dehors, le crépuscule tombait. La petite silhouette du garçon s'attardait encore près de la poubelle. La ville bruyante continuait sa routine habituelle, mais personne ne s'arrêtait, personne sauf Alexander. Il avait essayé de détourner le regard, mais il ne pouvait chasser ce regard de son esprit. Ce qu'Alexander ne savait pas, c'est que lui tourner le dos aujourd'hui marquerait le début d'un terrible secret, que toute la ville n'aurait jamais imaginé. Avez-vous déjà vu un enfant implorer de l'aide, et personne ne le croire ?
Savez-vous à quel point cela vous hante? La porte du garage se ferma, et la silhouette d'Alexander se déplaça lentement dans le vaste couloir du manoir. L'écho de ses pas résonnait dans le vide, chaque coup creux un rappel qu'il était seul ici. Il desserra sa cravate, posa un verre de whisky sur la table en chêne et s'effondra dans le fauteuil. Cela faisait longtemps que son esprit ne s'était pas senti aussi agité. Mais dès qu'il ferma les yeux, le visage ruisselant de larmes de Daniel apparut. Le garçon avait serré l'ourlet de la veste de son costume, répétant la même supplique désespérée, « Ma mère est là-dedans ». Bien qu'Alexander l'ait écarté cet après-midi, ses yeux le transperçaient maintenant comme une lame silencieuse. Il prit une gorgée du whisky brûlant, espérant que cela effacerait l'image, mais ce ne fut pas le cas. Il se leva, traversa le couloir bordé de vieilles peintures et s'arrêta devant la grande fenêtre. Dehors, l'obscurité enveloppait la ville. La pendule grand-père tic-taquait régulièrement en arrière-plan. Tout était calme, pourtant à l'intérieur d'Alexander, une tempête faisait rage. Pourquoi, se demanda-t-il, ses yeux pesaient-ils si lourdement sur lui? Tard dans la nuit, Alexander sombra dans un demi-sommeil. Dans son rêve, il se voyait, un garçon de 8 ans, debout sur la place de la ville des décennies auparavant. L'enfant levait la main pour obtenir de l'aide, mais les adultes ne faisaient que secouer la tête en passant. Personne ne s'arrêtait, personne ne croyait. L'image se brouilla avec le visage de Daniel, les deux pères dieux désespérés fusionnant en une seule. Alexander se réveilla en sursaut, la sueur perlant sur son front, sa respiration saccadée. Il se redressa, balayant du regard la pièce sombre. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. D'une main tremblante, il pressa son visage et murmura, « Ses yeux, je ne peux pas les ignorer. » À cet instant, la coquille froide et détachée qu'il avait si soigneusement construite commença à se fissurer. Derrière elle s'agitait une partie de lui qu'il croyait morte depuis longtemps, la compassion et la douleur enfouies d'être oubliée. Alexander sortit du lit et tendit la main vers le whisky, mais sa main se figea à mi-chemin. Il posa le verre et resta immobile un long moment. L'obscurité du manoir semblait l'envelopper, mais pour la première fois, le silence n'apportait pas la paix. Cela ressemblait à une sentence, un rappel du choix qu'il avait fait de se détourner cet après-midi. Il se demanda, s'il y avait vraiment quelqu'un dans cette poubelle, si les mots du garçon n'étaient pas qu'une illusion, qu'avait-il abandonné? Alexander resta assis en silence dans l'obscurité, ignorant que le souvenir obsédant qui venait de refaire surface allait bientôt le ramener dans cette rue, ce jour-là même, où la vérité attendait de briser toutes les croyances que toute la ville entretenait. L'aube se glissa entre les gratte-ciel, teintant la ville de nuances de gris alors qu'elle s'éveillait. L'air matinal était encore frais, portant l'odeur distincte de la rosée nocturne, se mêlant à l'arôme de marmite de pH mijotant et de riz gluant préparés à la vente. Le bruissement rythmique du balai en bambou d'un balayeur de rue contre le pavé résonnait régulièrement, comme la respiration mesurée d'un nouveau jour. À l'intérieur de l'élégante Bentley noire, le silence était presque absolu. Alexander était assis immobile derrière le volant, ses yeux gris cendrés fixant le trafic clairsemé. À cette heure, il aurait dû être en salle de conférence, préparant un accord de plusieurs millions de dollars. Pourtant, son esprit ne pouvait échapper à l'image de la nuit précédente, ce regard trempé, à la fois paniqué et suppliant, du garçon, qui le transperçait comme un ogre. Cela remua un coin déchirant de mémoire qu'il avait passé des années à essayer d'enterrer. Juste un enfant délirant, murmura la voix de la raison dans sa tête. Je lui ai donné de l'argent, c'est suffisant. Mais la raison ne pouvait réprimer le malaise croissant qui agitait sa poitrine. La main qui portait la Patek Philippe se serra sur le volant. Après quelques secondes de lutte intérieure, Alexander donna soudain un coup sec au volant, faisant glisser la voiture de luxe de la route principale dans une ruelle étroite. Il ne pouvait expliquer cette impulsion, il savait seulement qu'il devait faire demi-tour. L'allée apparut, humide, sale, pire qu'il ne se souvenait. L'odeur des ordures non ramassées le frappa de plein fouet. Des flaques d'eau stagnante captaient la faible lumière du matin. Et juste là, à côté d'une poubelle métallique rouillée, une petite silhouette était assise, courbée et immobile. Le garçon était toujours là. Alexander se figea, son cœur rata un battement. Il avait supposé qu'une fois l'enfant ayant l'argent, il serait allé chercher de la nourriture, un endroit où dormir. Il n'avait jamais imaginé que le garçon était resté assis ici pendant toute la longue nuit glaciale. Le visage de l'enfant était pâle, strié de crasse. Ses épaules minces frissonnaient violemment sous une chemise usée et froissée, humide de rosée. Il ne tremblait pas seulement de froid, mais d'épuisement et de peur. Ses yeux étaient injectés de sang,
si gonflés qu'il pouvait à peine les ouvrir, fixant le vide. Dans ses bras frêles, il serrait toujours un ours en peluche effiloché et délavé, comme s'il était son seul compagnon, sa dernière forteresse au monde. Le doux ronronnement du moteur de la Bentley semblait assourdissant dans le silence de l'allée. Le garçon tressaillit, sa tête se redressant vivement. Dans ses yeux secs et fatigués, une fragile lueur d'espoir vacilla. Au moment où il reconnut la voiture familière, il se leva en titubant, ses jambes faibles manquant de céder. Et puis, avec un élan de force que personne n'aurait pu attendre, il se précipita soudain vers Alexander, qui venait de sortir de la voiture. « Vous êtes revenu. » Sa voix était rauque, brisée par tous les pleurs et l'air de la nuit. Il s'élança, non pas pour mendier, mais comme un enfant qui se noie s'accroche à une bouée de sauvetage. Ses petites mains crasseuses s'agrippèrent fermement au tissu fin du pantalon de costume coûteux d'Alexander. « S'il vous plaît, sauvez ma maman, s'il vous plaît, sauvez-la. Je n'ai personne d'autre. » Alexander se pencha, sentant la prise faible mais désespérée. La vue du garçon, perdu, épuisé, mais s'accrochant obstinément à sa place pendant la longue nuit à côté d'une poubelle sale, provoqua une douleur vive et inconnue dans sa poitrine. À cet instant, le passé revint en force comme un barrage qui cède. Il se revit, des années auparavant, un enfant maigre et désespéré debout dans une foule et criant une horrible vérité, pour n'être accueilli que par des regards dubitatifs et des mots dismissifs. Ce vieux sentiment d'impuissance, ce cri étranglé logé dans sa gorge, redevint soudain vivant, plus puissant que jamais. Il laissa échapper un soupir discret, la froideur habituelle de sa voix se fondant en un ton grave et rauque. « Mon garçon, tu es resté assis ici toute la nuit. » Le garçon hocha la tête avec force, de nouvelles larmes débordant de ses yeux gonflés. « J'avais peur que si je partais, maman disparaisse vraiment. Je devais rester et surveiller. Je sais qu'elle est toujours là, elle m'attend. » Alexander jeta un coup d'œil à la poubelle abîmée. Ce n'était rien de plus qu'un objet inanimé, silencieux sous le soleil du matin. Mais la certitude du garçon, la foi inébranlable dans ses yeux, rendait impossible d'écarter ces paroles comme les divagations d'un enfant terrifié. Quelques passants commencèrent à remarquer. Une femme vendant du riz gluant passa, jeta un coup d'œil, puis fit claquer sa langue. « Pauvre enfant, dit-elle. Il divague comme ça depuis hier après-midi. Il a dû être trop choqué. Il n'a plus toute sa tête, juste une hallucination. Personne ne pourrait survivre dans une poubelle. » Les murmures piquèrent les oreilles d'Alexander comme des aiguilles aiguisées. Sa poitrine se serra. N'importe quel autre jour, il aurait ignoré de telles absurdités. Mais aujourd'hui, face à ses yeux, le regardant avec une telle confiance, il ne le pouvait pas. Il avait autrefois été abandonné par le monde entier. Il savait trop bien à quel point cette douleur était insupportable. Alexander s'agenouilla, se mettant au niveau du garçon. Le geste laissa l'enfant stupéfait. Il posa sa grande main sur les épaules minces et tremblantes du garçon. « Très bien, mon petit. Je vais appeler quelqu'un pour vérifier, mais tu dois me promettre que tu resteras calme. » Le garçon ravala ses larmes, sa petite main tremblante serrant les doigts d'Alexander. « Vous me croyez, n'est-ce pas, monsieur ?» La question sortit comme un murmure, portant tout le poids de l'espoir et de la peur qu'elle contenait. Alexander inspira profondément et sortit son téléphone vertu. Il ne répondit pas à la question du garçon par des mots, mais par une action. Il composa directement le numéro du shérif Harris. « Harris, c'est moi, dit-il sèchement, omettant toute salutation. J'ai besoin que tu envoies quelqu'un immédiatement dans la ruelle à côté de la place centrale. Il y a une chance que quelqu'un soit enfermé dans une benne à ordures publique. Je veux que ce soit vérifié tout de suite. » À l'autre bout, Harris laissa échapper un petit rire, sa voix encore pâteuse et teintée de sarcasme. « Alexander, tu es sûr de ça? Tout le monde ici connaît les histoires folles du gamin orphelin. Il a pas mal d'imagination. » Alexander baissa les yeux vers les yeux rougis par les larmes fixées sur lui, ne manquant pas la moindre expression. Sa prise sur le téléphone se resserra, sa voix devint grave, froide comme la glace, chaque mot portant le poids du fer. « Je ne le répéterai pas 2 fois. Viens ici, maintenant. » Il raccrocha sans attendre la réponse de Harris. Puis il se retourna, rencontrant le regard embué de larmes du garçon. « Ils vont venir, dit-il fermement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si tu crois que ta mère est là, alors je te croirai. » Ces mots furent comme une clé,
ouvrant la porte que le garçon avait lutté toute la nuit pour garder fermée. Le dernier mur de défense s'effondra. Il éclata en sanglots, non plus les pleurnichements étouffés de la retenue, mais le cri brut et débridé d'un enfant qui avait enfin trouvé quelqu'un prêt à écouter. Pour la première fois, à travers le flou des larmes, une étincelle d'espoir réel vacilla dans ses yeux. Alexander se sentit un peu maladroit, sa grande main rugueuse hésitant avant qu'il ne la lève finalement et ne tapote doucement le petit dos qui tremblait à chaque sanglot. Il leva les yeux, fixant la poubelle silencieuse. Soudain, elle ne sembla plus être un objet inanimé. Elle se dressait comme une boîte de Pandore, recélant un terrible secret. Un frisson parcourut son échine, une prémonition sinistre, contrairement à tout ce qu'il avait jamais ressenti auparavant. Au loin, le hurlement des sirènes de police commença à résonner, se rapprochant à chaque seconde qui passait. Alexander n'avait aucune idée qu'en quelques courtes minutes, lorsque le couvercle de la poubelle serait soulevé, ce qui se trouverait à l'intérieur changerait sa vie pour toujours. Le hurlement d'une sirène déchira le silence du petit matin, se rapprochant, plus urgent, plus impitoyable. Le son était comme une lame, raclant la fausse paix de l'allée, mettant tout en mouvement. Une foule commença à se rassembler, d'abord quelques curieux lève-tôt, puis des voisins se penchant aux fenêtres de leurs appartements. Des murmures et des spéculations s'élevèrent comme un essaim d'abeilles dérangées. Le garçon, Daniel, tremblait violemment dans les bras d'Alexander. Les sirènes de police ne lui apportaient aucun sentiment de sécurité. Au contraire, elles réveillaient une peur vague et lancinante. Il avait peur que ces gens refusent eux aussi de le croire, le rejettent, comme tous les autres. Ses yeux embués de larmes se levèrent vers Alexander, implorant silencieusement un réconfort. En réponse à ce regard, Alexander fit quelque chose que même lui n'avait pas anticipé. Il tira doucement Daniel derrière lui, sa grande stature formant un bouclier entre l'enfant et les regards scrutateurs, le chaos qui était sur le point de s'abattre. Sa main resta ferme sur l'épaule du garçon, une pression constante et rassurante qui parlait plus fort que les mots. Dans ce simple acte, il y avait un vœu tacite, tu es en sécurité avec moi. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent en crissant à l'entrée de l'allée. Le chef de la police Harris sortit de la première, le visage bouffi de sommeil et marqué d'irritation. C'était un homme corpulent d'âge moyen, son uniforme tendu au bouton, ses petits yeux perçants toujours brillants de suspicion. Alexander, appela Harris, forçant un ton amical qui masquait à peine son sarcasme. Tu as vraiment semé la pagaille cette fois, mobilisé toute mon équipe pour un gamin paranoïaque. Alexander ignora la pique. Il désigna la poubelle du menton, ses yeux froids comme la glace. Fais ton travail, Harris. Vérifie. Harris fit claquer sa langue, faisant signe à 2 agents. Bien, bien, voyons quel genre de trésor nous avons là-dedans. 2 policiers, un plus âgé et un plus jeune, s'approchèrent de la poubelle avec une attitude nonchalante. Ils échangèrent un regard, haussèrent les épaules, pensant clairement que ce n'était rien de plus qu'une farce inutile. Le plus jeune agent frappa sa matraque contre la poubelle métallique. Toc, toc, toc. Le son résonna sec et creux. Aucune réponse. Il se tourna vers Harris, secouant la tête. Rien, monsieur. Probablement juste un chat ou un rat. Harris se tourna vers Alexander, le sourire moqueur sur ses lèvres s'accentuant. Tu vois? Je te l'avais dit. La prochaine fois que tu as envie de faire de la charité, fais plutôt un don au fond de la police au lieu de nous faire perdre notre temps comme ça. La poitrine d'Alexander se serra. Une lueur de doute s'insinua dans son esprit. Aurait-il pu se tromper? Avait-il laissé un instant de pitié obscurcir son jugement, pour se couvrir de ridicule devant tout le monde? Il jeta un coup d'œil à Daniel, caché derrière lui. Le visage du garçon était pâle, ses lèvres si serrées qu'elles saignaient. La petite étincelle d'espoir dans ses yeux s'éteignait rapidement, remplacée par un désespoir pur et accablant. Non, murmura Daniel, sa voix brisée. Ma maman est là-dedans. Je sais qu'elle y est. Voyant les agents sur le point de s'éloigner, le garçon se libéra soudain de la protection d'Alexander et s'élança, son cri déchirant l'air. Maman, tu m'entends? C'est moi, Daniel. Maman. Son jeune cri angoissé résonna dans l'allée, rebondissant sur les murs couverts de mousse, perçant les oreilles de toutes les personnes présentes. La foule se tut. Le sourire d'Harris s'évanouit. Tous les regards se tournèrent vers l'enfant, maintenant effondré contre le métal froid, frappant de ses petits poings. Et puis, dans le silence suffocant, un son émergea. Clinc.
C'était faible, presque imperceptible. C'était peut-être juste une bouteille en plastique tombant à l'intérieur, peut-être juste l'imagination. L'agent le plus âgé leva la main pour faire taire. Il pressa son oreille contre la poubelle. Clinc, clinc. Cette fois, c'était plus clair, faible, irrégulier, mais indubitable, un coup délibéré de l'intérieur. L'agent recula en sursaut, les yeux écarquillés de choc. Il balbutia, se tournant vers Harris. « Chef, il y a vraiment quelque chose là-dedans. » L'air se figea. Le doute et la moquerie s'effacèrent de tous les visages, remplacés par une seule expression, l'horreur. Les murmures cessèrent instantanément, remplacés seulement par des inspirations courtes et effrayées. La ruelle étroite devint soudain suffocante, claustrophobe. Un frisson parcourut l'échine d'Alexander. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Il avait eu raison. Le garçon n'avait pas menti. Ouvrez-la maintenant, rugit Harris, toute trace de paresse disparue, remplacée par l'urgence d'un homme accomplissant son devoir. Prenez un pied de biche, forcez-la. Le jeune officier retourna en hâte à la voiture de patrouille et en sortit un long pied de biche. Le conteneur à déchets était un ancien modèle industriel, son lourd couvercle métallique rouillé, bosselé et coincé hermétiquement contre le rebord. Les deux officiers travaillèrent ensemble, l'un tenant, l'autre forçant de toutes ses forces pour débloquer le couvercle. Grincement. Le métal hurla, un son perçant, presque d'un autre monde. Pouce par pouce, un interstice commença à s'ouvrir, et avec lui une horrible puanteur s'échappa. Ce n'était pas seulement l'odeur aigre et putride des ordures, elle portait avec elle de l'humidité, une odeur rance et moisie teintée de décomposition, l'odeur de la douleur, d'une vie s'accrochant à peine au désespoir. Plusieurs personnes dans la foule couvrirent instinctivement leur nez, tandis que quelques femmes faibles commencèrent à avoir des hauts le cœur. L'estomac d'Alexander se tordit. Il serra plus fermement les épaules de Daniel, essayant de protéger le garçon de ce qui allait être révélé. Bang! D'un dernier effort, le couvercle s'envola, bascula en arrière et claqua lourdement contre le mur de briques. Un instant, le monde sembla s'arrêter. Silence. Personne ne bougea, personne ne respira. À l'intérieur de la benne, enfouis sous des sacs en plastique sale, des boîtes à emporter grasses et d'autres détritus visqueux, se trouvait un corps humain. C'était une femme, ses longs cheveux noirs collés de sang et de saleté, couvrant la majeure partie de son visage. Sa robe, autrefois d'un magnifique imprimé floral, pendait en lambeaux, déchirée et tachée. Son corps était meurtri, marqué de contusions violacées qui firent grimacer les spectateurs. Un œil était gonflé et fermé, ses lèvres fendues et gercées. De profondes marques de corde entouraient ses poignets, à vifs et rouges. Elle gisait recroquevillée, immobile comme une poupée de chiffon jetée. Sans le faible mouvement de sa poitrine, on l'aurait crue déjà morte. Le silence fut brisé par un cri. Une femme dans la foule s'effondra au sol, le visage exsangue. Puis vinrent d'autres hurlements, des halètements d'horreur, qui se propagèrent dans l'allée. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. C'est une personne. Il y a vraiment quelqu'un là-dedans. Appelez une ambulance maintenant. » Le chaos éclata. Même Harris, aguerri, blanchi. Il attrapa sa radio et aboya dedans, unité médicale d'urgence à l'allée 14, à côté de la place centrale. Victime féminine, état critique, je répète état critique. Mais au milieu du tumulte, un autre son perça, un son qui transperça tous les cœurs qui l'entendirent. Maman. Daniel, qui était resté figé derrière Alexander tout ce temps, murmura le mot. Son petit corps trembla alors qu'il s'avançait, les yeux fixés sur la silhouette brisée à l'intérieur de la benne. Puis le garçon éclata en sanglots. Maman. Ce n'était pas un gémissement, pas un cri suppliant. C'était un hurlement arraché des profondeurs de l'agonie, le cri de terreur embouteillé pendant un jour et une nuit, maintenant libéré. Il s'élança vers la benne, sans se soucier des agents qui tentaient de le retenir. Maman. Maman, c'est moi. Je t'ai trouvé, maman. Le garçon s'accrochait au rebord, ses petites mains s'étirant désespérément vers le corps à peine respirant de sa mère. La femme, Clara, sembla entendre la voix de son fils. D'un effort extraordinaire, elle remua légèrement. Son œil valide lutta pour s'ouvrir, cherchant la figure familière. Ses lèvres gercées tremblèrent, formant un son faible et brisé, Daniel. Alexander resta figé. Il ne pouvait détacher ses yeux de la scène devant lui.
La nuit dernière, il l'avait écartée. S'il s'était détourné à nouveau ce matin, cette femme n'aurait peut-être eu aucune chance de vivre. Un frisson glaçant parcourut son échine. La foule éclata dans le chaos. Certains couvraient leur bouche sous le choc, d'autres reculaient, et quelques femmes fondirent en larmes de pitié. Toutes partageaient la même pensée, le garçon disait la vérité. Harris hésita, sa voix se brisant. Appelez une ambulance, vite. Alexander serra les poings. Pour la première fois depuis des années, il sentit sa poitrine alourdie par quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, le remords. Daniel leva ses yeux embués de larmes, les fixant sur Alexander, comme s'il gravait la question en lui, « Pourquoi ne m'avez-vous pas cru hier ?» Alexander détourna le visage, mais ses épaules s'affaissèrent lourdement. Il savait qu'à partir de ce moment, tout avait changé. L'hôpital dégageait une odeur que l'on ne pouvait confondre avec aucune autre, un mélange froid d'antiseptique, de souffrance silencieuse et d'espoir fragile. Cette odeur s'accrochait au coûteux costume Armani d'Alexander, un rappel cruel qu'il était entré dans un monde entièrement différent, un monde où son argent et son pouvoir ne valaient rien face à la fragilité de la vie humaine. Il s'assit sur le banc métallique dur de la salle d'attente, le dos parfaitement droit, une posture tout à fait différente du confort de son bureau aux boiseries d'acajou ou du siège en cuir de sa Bentley. 3 heures s'étaient écoulées depuis que l'ambulance avait emmené Clara, 3 heures qui semblèrent un siècle entier à Alexander. Il n'avait pas prononcé un seul mot pendant tout ce temps. Il resta simplement assis, immobile comme une pierre, tandis qu'une violente tempête faisait rage dans son esprit. À côté de lui, Daniel s'était endormi par pur épuisement. La tête du garçon reposait contre son flanc, ses petits bras serrant un ours en peluche sale comme un trésor. De temps en temps, son petit corps sursautait dans son sommeil, ses lèvres bougeant avec des cris à peine formés pour maman. Chaque fois, Alexander sentait une lame invisible s'enfoncer plus profondément dans sa poitrine. Il était un homme habitué à diriger un empire, pourtant il était là, totalement impuissant face à un enfant en pleine détresse. Discrètement, il retira sa veste de costume et la drapa soigneusement sur le corps tremblant de Daniel. La chaleur du tissu coûteux sembla apaiser le garçon, il bougea légèrement, puis se blottit plus près du flanc d'Alexander, cherchant la sécurité. Ce petit geste, un simple geste de soin instinctif, laissa Alexander avec une douleur amère. Il pouvait offrir au garçon la chaleur d'une veste, mais il n'avait pas réussi à lui accorder sa confiance quand il en avait le plus besoin. À l'autre bout du couloir, le shérif Harris faisait les 100 pas, le visage tendu par la fatigue et la tension. Il jeta un coup d'œil à Alexander, un mélange de curiosité et d'irritation flottant dans ses yeux. Ce qui avait commencé comme un incident mineur s'était transformé en une affaire grave, destinée à faire la une de tous les journaux. Monsieur Knight, Harris s'approcha finalement, sa voix basse et ferme. Vous devriez probablement rentrer chez vous. Il n'y a rien à faire ici pour vous. Nous nous occuperons du garçon et des services sociaux. Alexander leva le regard, ses yeux gris cendrés, habituellement froids et détachés, débordant maintenant d'une angoisse brute. Je reste, dit-il d'une voix rauque. Je resterai jusqu'à ce que je sache avec certitude qu'ils sont tous les deux en sécurité. Harris haussa les épaules, le laissant faire. Il n'aimait peut-être pas les hommes riches, mais il savait reconnaître une vraie détermination quand il l'entendait dans la voix d'un homme. À cet instant, les portes de la salle d'urgence s'ouvrirent. Un médecin d'âge moyen au visage fatigué et profondément ridé sortit, baissant son masque. Qui est de la famille de la patiente Clara Thorne? Daniel se réveilla en sursaut, bondissant comme un ressort. Ma maman. Comment va ma maman? Il s'accrocha à la blouse du médecin, ses grands yeux remplis d'espoir et de peur. Le médecin regarda le garçon avec une sympathie silencieuse, avant de se tourner vers les officiers. La patiente est hors de danger immédiat. Son état est grave, déshydratation sévère, hypothermie, multiples contusions des tissus mous sur tout le corps, signe clair d'avoir été battue et entravée. Heureusement, il n'y a pas de dommages organiques critiques qui menacent directement sa vie. Nous avons traité les plaies, administré des fluides intraveineux et des analgésiques. Elle est consciente maintenant, mais encore extrêmement agitée et traumatisée. Chaque mot prononcé par le médecin, déshydratation, hypothermie, multiples blessures, était un nouveau coup de marteau dans la poitrine d'Alexander. C'étaient les conséquences tangibles de sa négligence. Daniel éclata en sanglots, mais cette fois ce furent des larmes de soulagement. Le garçon se tourna et s'enroula autour de la jambe d'Alexander. « Oncle, ma maman va bien. Elle va bien. » Alexander se figea un instant,
puis sa grande main se posa hésitamment sur les cheveux ébouriffés de Daniel, lui donnant une légère tape. « Docteur, pouvons-nous entrer et prendre sa déposition maintenant ?» demanda Harris rapidement, sa voix pressante. « Nous devons arrêter le coupable le plus tôt possible. »« Juste 5 minutes, shérif, et s'il vous plaît soyez doux. Elle vient de subir un terrible traumatisme psychologique. » Le docteur hocha la tête, puis se détourna. Harris fit signe à une policière de le suivre. Sans hésiter, Alexander se leva également. Daniel s'accrochait fermement à sa main. Alexander regarda le garçon, puis Harris, son regard ne laissant aucune place au refus. Harris comprit et fit un bref signe de tête. La chambre d'hôpital était d'un blanc éclatant, froide et remplie uniquement du bip régulier des moniteurs. Clara gisait sur le lit, son visage enflé pâle contre l'oreiller, 4 lignes serpentant sur son bras contusionné. Mais quand elle vit Daniel entrer, sain et sauf, marchant aux côtés du grand homme, ses yeux s'illuminèrent d'une infime étincelle de vie. « Daniel, mon fils !» Sa voix était rauque, fragile, comme un fil sur le point de se rompre. « Maman !» Daniel se précipita, enfouissant sa tête au chevet du lit et saisissant sa main froide. « J'ai eu si peur, je pensais que je ne te reverrais jamais. » Clara lutta pour lever sa main libre et caresser ses cheveux, des larmes coulant sur ses joues tuméfiées. « Je suis là. Je suis tellement désolé que tu aies dû avoir si peur. » L'agente posa doucement une main sur l'épaule de Daniel, lui faisant signe de reculer un peu. Harris s'approcha, abaissant son ton au registre le plus calme possible. « Mademoiselle Thorne, je suis vraiment désolé de vous déranger en ce moment, mais le temps est compté. Pouvez-vous nous dire qui vous a fait ça ?» Le regard de Clara passa de l'amour à la terreur pure, son corps trembla de manière incontrôlable. Elle regarda Harris, puis Alexander, l'étranger, pourtant le seul qui était revenu et avait cru son fils. Sa présence sembla lui donner une trace de courage. Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait le reste de ses forces. « C'était mon frère, murmura-t-elle, chaque mot déchirant son propre cœur. C'était Marcus. » Le nom resta suspendu dans l'air. Harris fronça les sourcils et fit signe à l'agente de prendre des notes rapidement. « Marcus Thorne ? Pouvez-vous nous en dire plus ?» De nouvelles larmes coulèrent, cette fois de rage et de l'insupportable douleur de la trahison de son propre sang. Il voulait prendre la maison et les petites économies que mes parents m'avaient laissées. Ils sont morts jeunes, nous n'avions que nous deux. Je lui ai toujours fait confiance. Sa voix se brisa en sanglots. Il y a 2 nuits, il est venu avec des papiers. Il a dit que c'était des procurations pour qu'il puisse m'aider à gérer les choses, à rénover la maison pour la vendre à un meilleur prix. Il m'a dit de me concentrer sur Daniel, qu'il s'occuperait de tout le reste. J'ai cru. J'ai signé sans lire attentivement. Elle ferma les yeux comme pour bloquer le souvenir. Mais la nuit dernière, il est revenu. Son visage était différent. Il a dit que ces papiers étaient en fait un transfert complet de tous les biens à son nom. J'ai refusé, j'ai dit que j'irais à la police. Alors il a perdu le contrôle. Il a dit que j'étais un fardeau, que Daniel et moi ne méritions rien. Il m'a frappé. Il m'a ligoté et a dit que si je ne disparaissais pas, il ferait du mal à Daniel aussi. Daniel se tenait tremblant à côté d'Alexander, sa main serrée sur sa bouche tandis qu'il écoutait le cauchemar raconté. Une froide fureur bouillonnait dans la poitrine d'Alexander. Il avait affronté des adversaires impitoyables en affaires, mais la cruauté d'un homme se retournant contre sa propre sœur et son neveu était un mal d'un tout autre niveau, une érosion de l'humanité même. Clara continua, sa voix faiblissant. Il m'a forcé à boire quelque chose, ma tête est devenue engourdie. Quand je me suis réveillé, j'étais dans l'obscurité, suffocante, nauséabonde. Je ne savais pas où j'étais. J'ai crié, mais personne ne m'a entendu. J'ai cru que j'allais mourir là jusqu'à ce que j'entende la voix de mon fils. La voix de Daniel a été la seule chose qui m'a ramené. J'ai utilisé chaque once de force qu'il me restait pour frapper contre les parois de ce conteneur. Chaque mot était un coup porté à la conscience d'Alexander. Ce n'était pas seulement une agression, c'était la trahison la plus cruelle de la seule personne en qui elle avait le plus confiance. Il regarda Clara, puis Daniel, tremblant à ses côtés. Il vit clairement l'horreur qu'ils avaient endurée, en partie à cause de sa propre indifférence. Quand la déclaration fut terminée, le visage d'Harris se durcit alors qu'il se préparait à émettre un mandat d'arrêt contre Marcus. Mais Alexander savait que ce ne serait pas si simple.
Un homme aussi impitoyable et calculateur que Marcus aurait déjà planifié une évasion. Il ne serait pas facilement pris. Regardant Clara s'effondrer dans un sommeil épuisé, et Daniel pleurant silencieusement à ses côtés, une résolution inébranlable se cristallisa chez Alexander. Ses remords ne pouvaient se terminer en simple culpabilité, ils devaient se transformer en action. Il se pencha, posant une main sur l'épaule tremblante de Daniel. « Mon petit, dit-il, sa voix profonde et stable, non plus distante. Je te promets que je ne laisserai pas l'homme qui a fait du mal à ta mère s'en tirer. Je ferai justice pour vous deux. » Daniel leva les yeux, ses yeux cernés de rouge débordant d'un fragile espoir. Ce n'était pas la promesse d'un passant, c'était le serment solennel d'Alexander Knight. Il ne laisserait pas la vérité être enterrée à nouveau. Cette bataille était désormais la sienne. La tempête médiatique frappa plus vite que quiconque n'aurait pu l'imaginer. La femme dans la poubelle n'était plus seulement un gros titre local sensationnel, elle s'était transformée en une tragédie nationale, disséquée sur toutes les chaînes. Et au cœur de la tempête, Marcus Thorne apparut non pas comme un suspect, mais comme une figure tragique et centrale. Alexander s'était installé dans une suite d'hôtels de luxe, la transformant en centre de commandement. Le monde des contrats de plusieurs millions de dollars et des graphiques boursiers était passé au second plan. Devant lui, sur un écran de télévision de 60 pouces, se trouvait Marcus. Fini le costume d'homme d'affaires. Marcus portait un pull à col roulé gris pâle, créant délibérément une image d'humilité et de fiabilité. Il était assis en face d'un célèbre animateur de talk show, son visage soigneusement maquillé pour conserver un air angoissé, ses yeux étaient légèrement rougis, comme s'il n'avait pas cessé de pleurer pendant des nuits. « Monsieur Marcus, » commença l'animateur avec une sympathie sincère, « pourriez-vous nous faire part de l'état de votre sœur, mademoiselle Clara Thorne ?» Marcus expira, ses épaules s'affaissant. Cela a vraiment été un cauchemar. Clara, elle était une mère merveilleuse, mais après la mort de son mari, elle s'est effondrée. Elle a toujours cru que quelqu'un voulait lui faire du mal, parfois incapable de distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. J'ai essayé de la faire soigner, mais la maladie n'a fait qu'empirer. Il pressa sa main contre son front, tremblant avec une précision parfaite. Cette nuit-là, nous nous sommes disputés. Je voulais seulement la convaincre de continuer à chercher un traitement, mais elle a cru que j'en voulais assez bien. Prise de panique, elle s'est enfuie. Je n'ai jamais imaginé qu'elle se ferait du mal et qu'elle se faufilerait dans un endroit si horrible. C'est ma faute, je n'aurais jamais dû la laisser seule. Des larmes coulaient sur ses joues. Le studio entier se tut, captivé par la vue d'un frère dévoué s'auto-accusant. Le summum fut atteint lorsque l'émission fit intervenir un expert, le Dr Evans, un psychologue renommé, qui déclara, sur la base des dossiers et du comportement que Marcus a décrit, il est très probable que mademoiselle Thorne souffre d'un trouble délirant aigu. L'automutilation et le fait de se cacher dans des endroits sales sont des signes classiques de comportement autodestructeur. Alexander serra plus fort le verre dans sa main, ses doigts blanchissants. Une performance impeccable, soigneusement mise en scène, avec la main de l'avocat David Chen clairement derrière. Marcus avait pavé cette route il y a longtemps. La preuve arriva juste après la diffusion, lorsque le shérif Harris l'appela. « Knight, nous devons suspendre le mandat d'arrêt. L'avocat de Marcus vient de déposer un dossier complet, dossier psychiatrique, procuration notariée et déclaration de voisins affirmant qu'elle criait souvent sans raison. Tout concorde. Les ecchymoses sur son corps ne pèseront pas si elles sont considérées comme auto-infligées. Tout ce que nous pouvons faire est de la garder sous surveillance hospitalière pour sa propre sécurité. » Alexander rugit, « Elle est une preuve vivante, Harris. Pas de témoin, et la parole de quelqu'un étiqueté comme mentalement instable ne tiendra pas devant les tribunaux. » Harris soupira. Marcus avait gagné la première manche. Clara, autrefois victime, était maintenant dépeinte comme une patiente mentale dangereuse. Le lendemain matin, la tragédie s'aggrava. Des travailleurs sociaux arrivèrent à l'hôpital avec le dossier psychiatrique en main. Ils décidèrent que Daniel ne pouvait pas rester avec sa mère. Le garçon hurla, se débattant dans les bras d'une assistante sociale, « Oncle Alexander, ne les laissez pas me prendre. Ma maman n'est pas folle. » Clara cria, luttant contre les infirmières et les officiers qui la retenaient. Ses cris désespérés résonnèrent dans le couloir jusqu'à ce que les froides portes de l'hôpital se referment. L'espoir qui avait vacillé la veille fut cruellement éteint. L'opinion publique s'était entièrement tournée vers Marcus. Pauvre frère cadet, obligé de prendre soin de sa sœur folle. Dieu merci pour Marcus, sinon son fils souffrirait.
Alexander était sidéré par l'injustice. Il retourna à son hôtel, l'esprit lourd. De la fenêtre, observant le flot de voitures en contrebas, il savait que toute la ville avait cru un mensonge. Il ne pouvait pas compter uniquement sur la police. Harris avait de bonnes intentions, mais il était pieds et poings liés. Pour déchirer le filet que Marcus avait tendu, Alexander avait besoin de ses propres armes. Il appela son avocat personnel, David Tran. Trouver les failles, réexaminer chaque document, chaque signature. Le docteur Evans, le notaire. J'ai besoin d'une évaluation indépendante d'un grand psychiatre. Compris, monsieur, mais il ne s'arrêta pas là. Alexander composa un autre numéro, Jacques Riley, un ancien policier devenu détective privé, réputé pour ses méthodes peu orthodoxes. Marcus Thorne. Je veux que vous épluchiez sa vie, transactions, connexions, secrets. L'argent n'est pas un problème. Riley laissa échapper un rire rauque. Ça a l'air intéressant, c'est fait. Quand Alexander raccrocha, sa colère s'était transformée en une détermination froide. Il regarda la ville, non comme un paysage, mais comme un échiquier. Marcus avait fait le premier mouvement, pensant n'être confronté qu'à une femme fragile. Mais il ne connaissait pas la vérité, il venait de réveiller une bête. La nuit tomba sur la ville, apportant avec elle une bruine constante. Les gouttes de pluie claquaient contre la fenêtre de la chambre d'Alexander, créant un rythme à la fois sombre et incessant. Au-delà de la vitre, les néons de la ville se fondaient en traînées de couleurs à travers la pluie, lumineux mais distants. Alexander se tenait là, un verre d'alcool à la main, bien qu'il n'en ait pas bu une gorgée. Il fixait seulement le vide, son esprit ailleurs. Il pensait à Clara, enfermée dans l'hôpital même qui était censé la guérir, dépouillée de ses droits de mère, condamnée par la société comme rien de plus qu'une folle. Il pensait à Marcus, son visage attristé à la télévision, une performance si polie qu'elle avait trompé tout le monde. Et surtout, il pensait à Daniel. Où était le garçon maintenant, parmi des étrangers, effrayé, seul, et peut-être déjà en train de perdre foi en l'homme qui avait promis de le protéger, lui et sa mère? Un sentiment creux d'impuissance rongeait le cœur d'Alexander. Sans un instant d'hésitation, il posa le verre, attrapa son manteau et les clés de sa voiture. Il devait voir Daniel. Le foyer Saint-Jude se dressait sous la pluie, plus désolé qu'il ne l'avait imaginé, mur de briques grises marquées de moisissures, fenêtres à barreaux, et un air si froid qu'il ressemblait plus à une prison qu'à un refuge pour enfants. Après un bref appel au conseil municipal, Alexander Knight fut autorisé à entrer, mené à ce qu'ils appelaient une salle commune. La pièce était grande mais lugubre. Quelques enfants étaient assis çà et là, l'un feuilletant un livre, un autre fixant le vide par la fenêtre à barreaux. Pas de rire, pas de voix de jeu. Dans un coin était assis Daniel, courbé sur une chaise en plastique orange, ses yeux vides fixant le sol. Il serrait un ours en peluche usé contre sa poitrine, le tenant comme s'il était la dernière forteresse contre un monde inconnu. Quand il remarqua Alexander, le garçon se raidit. Une lueur d'espoir illumina ses yeux, pour s'éteindre aussi vite. Instinctivement, il serra l'ours plus fort, se préparant. « Bonjour, Daniel » dit Alexander doucement, sa voix hésitante d'une manière qu'elle n'avait jamais été lors de réunions de conseil d'administration de plusieurs millions de dollars. Il tira une chaise en face du garçon, ne se précipitant pas pour poser des questions, s'asseyant simplement en silence avec lui, écoutant la pluie. Après une longue pause, Daniel murmura « Est-ce que ma maman va bien? Votre mère reçoit des soins médicaux, et je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la faire sortir de là, répondit Alexander fermement, non comme un vain réconfort, mais comme un vœu. Les yeux de Daniel s'embuèrent de larmes alors qu'il murmurait « Ils disent que ma maman ment, mais elle ne ment pas. J'ai entendu ça cette nuit-là. » Oncle Marcus lui criait très fort. La poitrine d'Alexander se serra, le garçon était un témoin. Il baissa les yeux vers l'ours en peluche abîmé que Daniel serrait. Une couture rugueuse et inégale sur le côté de l'ours attira son attention. Contrairement aux coutures nettes de l'usine, celle-ci était grossière, précipitée, cousue dans la panique. « Daniel, cette couture, elle est inhabituelle, » dit Alexander doucement. Le garçon pressa l'ours plus près, ses yeux rougis brillants. « Maman l'a faite. Elle a dit que Teddy gardait un secret pour moi. Quoi que disent les gens, je ne dois pas les laisser le prendre. » Secret. Le mot fit frissonner Alexander. Clara avait laissé quelque chose derrière elle. Il inspira brusquement. « Daniel, peux-tu me montrer ?
Je te promets, je le garderai en sécurité pour toi et ta mère. Daniel hésita, mais finalement hocha la tête et lui tendit l'ours. Alexander décousit soigneusement les coutures, séparant le rembourrage jauni. À l'intérieur, enveloppée dans un petit sac en plastique, se trouvait une clé USB noire. La pièce sembla retenir son souffle. Alexander la dissimula, rendit l'ours à Daniel et sortit en hâte de l'hôpital. Une fois dans sa voiture, il brancha la clé USB dans le système. Un seul fichier apparut, pour Daniel.mp3. D'abord, un grésillement statique, puis la voix tremblante de Clara se fit entendre. « Marcus, tu ne peux pas faire ça. Ça appartient à Daniel. Ça a été laissé par ses parents. » Immédiatement après, une voix d'homme, familière mais maintenant d'une froideur glaçante, exposa sa vraie nature. « Tais-toi. Toi et ce morveux n'êtes que des boulets. Signe maintenant, ou vous pourrirez tous les deux dans la crasse. Je vous jetterai, toi et ton gamin, là où personne ne vous trouvera jamais. » Alexander arracha les écouteurs, le visage exsangue. Ce n'était plus de la suspicion, c'était une preuve vivante, Marcus avouant le vol et les menaces de meurtre. Il appela immédiatement l'avocat David Tran. « David, nous l'avons. Un enregistrement. Marcus avoue tout. » La ligne resta silencieuse, puis David baissa la voix. « Monsieur, c'est une percée, mais ce n'est pas suffisant. L'enregistrement pourrait être déclaré irrecevable. Nous aurons besoin d'un expert pour l'authentifier et d'une chaîne de possession claire. Sans cela, le tribunal le rejettera. » Alexander comprit, la bataille était loin d'être terminée. Mais maintenant, au moins, il n'était plus dans le noir. Clara avait laissé derrière elle une torche. Il regarda le bâtiment lugubre sous la pluie où Daniel était toujours assis, serrant son ours en peluche. Dans la main d'Alexander, la petite clé USB était devenue l'arme la plus puissante de toutes, et il jura qu'il utiliserait chaque once de son pouvoir, de son argent et de sa volonté pour faire entendre cette vérité au monde, pour Daniel et pour la brave mère qu'il avait laissée. Le bureau de David Tran, situé au dernier étage d'une tour de verre, au mur entièrement lambrissé de chêne foncé, baignait d'une lumière dorée sur un bureau minimaliste. Normalement, l'endroit dégageait une autorité absolue, mais ce soir, l'air était si lourd qu'il était difficile de respirer. Sur l'écran massif monté sur le mur opposé, une forme d'onde verte scintillait et dansait à chaque mot de l'enregistrement mystérieux. Assis devant une rangée d'ordinateurs complexes, se trouvait Miller, l'analyste sonore. Il se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran, les doigts tapant sans relâche comme s'il marquait le temps du destin. Après plusieurs minutes de tension, il leva la tête, sa voix ferme. « Il n'y a aucun signe de montage ou d'édition. C'est l'original, non retouché. D'après le bruit de fond, je crois qu'il a été enregistré dans une petite pièce scellée, très probablement à l'intérieur de la propre maison de Clara Thorne. L'appareil d'enregistrement n'était rien de plus qu'un vieux téléphone portable, ce qui est cohérent avec sa situation financière. » David Tran expira profondément et se leva de son fauteuil en cuir, son regard se tournant vers Alexander Knight. « C'est suffisant pour établir l'authenticité, dit-il, mais pas assez pour faire tomber Marcus. Il prétendra que Clara l'a piégé, qu'elle l'a provoqué délibérément pour obtenir cet enregistrement. Il pourrait même le présenter comme une preuve qu'elle a conspiré contre son mari. Si nous portons cela devant les tribunaux maintenant, il nous écrasera en une seule audience. » Alexander resta silencieux. Il se dirigea vers la baie vitrée et regarda la ville, scintillante dans la nuit. Chaque bâtiment, chaque rue en contrebas, semblait une pièce sur un vaste échiquier, et il était celui contraint de calculer chaque mouvement. Puis il dit lentement, « Trouvez-moi un moyen de le rendre recevable. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marcus était assis seul dans sa luxueuse chambre, faisant tournoyer un verre de vin. Il essaya d'en savourer la chaleur, mais son esprit était agité. Plus il réfléchissait, plus il devenait inquiet. Quelque chose n'allait pas. Il se souvenait d'avoir fouillé la maison après la disparition de Clara, et le détail qui le hantait le plus était l'ours en peluche usé de Daniel. Il n'avait jamais retrouvé le téléphone de Clara. Sa raison hurlait une possibilité terrifiante, Clara avait-elle caché quelque chose à l'intérieur de ce jouet, et maintenant, était-ce entre les mains du garçon? Le verre de vin lui échappa des mains, le liquide cramoisi se répandant sur le tapis. Marcus se leva d'un bond, un éclat vicieux dans les yeux. « Je dois récupérer cet ours avant qu'il ne soit trop tard. » Cette nuit-là, dans le dortoir de l'Institut de bien-être Saint-Jude, Daniel se tournait et se retournait, la sueur imprégnant son oreiller.
Dans son rêve, il voyait encore sa mère être traînée, ses cris étouffés engloutis par l'obscurité. Il se réveilla en sursaut et serra Scrufibert. Ce n'est qu'au contact de la fourrure usée et déchirée de l'ours qu'il ressentit la plus légère trace de paix. Mais alors la porte de la chambre grinça, et une ombre s'y glissa, des pas doux comme ceux d'un chat. Un homme à capuche noire se dirigea droit vers le lit de Daniel. Une main rugueuse se referma sur la bouche du garçon. Le corps de Daniel tressaillit, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. « Silence, gamin !» siffla l'homme, sa voix transperçant les oreilles de Daniel comme un couteau. « Où est l'ours en peluche ? Donne-le-moi. Si tu cries, ta mère ne sortira jamais de l'hôpital, compris ?» Daniel trembla, des larmes coulant, hochant la tête encore et encore. Au fond de lui, il savait que Scrufibert était sous le lit, où il l'avait caché. Juste au moment où l'homme se penchait, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit en grand. Une grande silhouette bloqua le passage, un bras musclé brandissant une matraque. « Que diable faites-vous ici ?» L'intrus jura, puis plongea par la fenêtre, disparaissant dans la nuit pluvieuse. Daniel s'effondra sur le matelas, serrant son oreiller, son corps tremblant. Le gardien s'agenouilla à côté de lui, parlant doucement. « Tout va bien maintenant, mon petit. Monsieur Alexander s'y attendait. Il m'a dit de veiller sur toi. » Tandis que la pluie tombait encore, Alexander entra dans un café fermé, la lumière tamisée ne provenant que d'une lampe de coin. L'inspecteur Harris était déjà là, tenant une cigarette non allumée entre ses doigts. Alexander dit peu. Il s'assit simplement, posa une tablette et lança un enregistrement audio. La voix de Marcus emplit la pièce, menace, grognement de rage. Harris écouta, son visage perdant ses couleurs. Finalement, sa mâchoire se serra. « Ce salaud !»« Est-ce suffisant ?» demanda Alexander. « Il est puissant, mais ça ne tiendra pas en justice. Ses avocats le réduiront en pièces. » Harris secoua la tête. Alexander abattit une autre carte. Il vient d'envoyer un homme cambrioler l'institut de bien-être, menaçant un garçon de 8 ans, essayant d'obtenir cette clé USB. J'ai un témoin. Harris resta silencieux un long moment, puis son poing frappa la table. Bien, je vais ouvrir une enquête secrète, hors des registres. Juste moi et quelques hommes de confiance. Mais écoutez, Knight, si cela échoue, Clara sera qualifiée de folle à vie. Êtes-vous prêt pour ça ? Alexander le regarda droit dans les yeux. J'ai quitté le chemin du retour il y a longtemps. Cette même nuit, Daniel fut transféré dans le domaine fortifié d'Alexander. Le garçon tremblait encore quand Alexander s'assit à côté du lit et posa une main chaude sur son épaule. Tu as été très courageux, Daniel. Tu es en sécurité maintenant. Je te promets que je ne laisserai personne te toucher à nouveau. Daniel leva les yeux, toujours humide de larmes mais portant une rare lueur de confiance. Serrant Scrufibert fort, il murmura, « Maman sera sauvée, n'est-ce pas, oncle Alexander ?» Alexander hocha lentement la tête. Il n'en était pas certain, mais il savait qu'il sacrifierait tout pour tenir cette promesse. Le lendemain, Harris et David commencèrent à retracer l'emploi du temps de Clara le matin de sa disparition. Tout semblait désespéré, jusqu'à ce qu'une jeune infirmière nommée Sarah accepte de parler. « Je me souviens clairement de ce jour-là, » dit Sarah, sa voix tremblante. Madame Thorne a amené son fils pour un examen. Quand elle est entrée dans le couloir, un homme bien habillé l'a approché. Ils se sont disputés. J'ai seulement entendu une partie, il lui a dit, « Tu dois signer ces papiers, ne sois pas têtu. » Clara avait l'air terrifiée, puis a attrapé son enfant et est partie en hâte. « Êtes-vous certaine que c'était Marcus Thorne ?» pressa David. Sarah hocha fermement la tête. « Je n'oublierai jamais ce visage. » Plus tard, quand je l'ai vu à la télévision, j'ai tout de suite su que c'était le même homme. Alexander échangea un regard avec Harris. C'était la première fissure dans la forteresse que Marcus avait construite. Pas assez pour la faire tomber, mais assez pour ouvrir un chemin, et les deux hommes savaient que la bataille avait commencé. Le bureau de David Tran, au dernier étage de la tour de verre, s'était transformé en champ de bataille. Le tableau blanc était rempli de notes, de schémas, de chronologies et de traînées de marqueurs rouges qui s'entrecroisaient comme la toile d'un prédateur. La lourde odeur de café planait dans l'air, personne n'avait dormi. Alexander, David et Harris étaient assis autour de la table, les yeux rivés en profonde concentration. Au milieu,
une minuscule clé USB gisait en silence, aussi menaçante qu'une bombe à retardement. Les enregistrements seuls ne suffiront pas, cracha Harris. David Chen nous réduira en pièces. Nous avons besoin d'un mobile, d'une opportunité et d'une preuve que le rapport médical était faux. Tout le monde hocha la tête. La course avait officiellement commencé, une chasse dans l'obscurité, où aucune des deux parties ne savait ce que l'autre détenait. Jacques Riley, le détective privé qu'Alexander avait engagé, ne perdit pas de temps à lui rapporter un rapport. Les règles ne l'intéressaient pas, c'était son atout. Marcus est criblé de dettes, dit Riley lors d'une réunion dans un parking abandonné. Il ouvrit un dossier épais, rempli de photos de surveillance de casinos, de reconnaissance de dettes manuscrites et de déclarations sous serment obtenues contre de l'argent. S'il ne trouve pas l'argent dans un mois, il ne perdra pas seulement sa maison, il perdra aussi quelques doigts. Alexander feuilleta les pages, la mâchoire serrée. C'était le mobile. Pendant ce temps, David et l'équipe juridique ont braqué leur regard sur l'hôpital Saint-Jude. Ils ont acculé le docteur Evans, le même homme qui était passé à la télévision pour affirmer que Clara était délirante. L'enquête a révélé ses liens commerciaux avec une entreprise que Marcus avait jadis financée avant qu'elle ne s'effondre, des dettes effacées en échange d'un faux rapport médical. Des fissures apparaissaient dans les murs de Marcus. Sarah, une jeune infirmière, devint une autre pièce cruciale. Au début, elle tremblait et refusait, ébranlée par une menace obscure d'un étranger. Mais Alexander plaça immédiatement des gardes autour de sa famille, 24 heures sur 24. Une fois qu'elle sut qu'ils étaient en sécurité, Sarah accepta de témoigner. Elle avait entendu Marcus crier sur Clara, la pressant de signer des papiers, le matin même de sa disparition. Marcus, cependant, ne resta pas inactif. Lui et l'avocat David Chen présentèrent une série de voisins complaisants, des témoins payés qui jurèrent que Clara avait crié et parlé seule. Chen déposa même une requête pour faire interner Clara dans un établissement psychiatrique de longue durée, une tentative d'effacer complètement sa voix. Et puis un après-midi, Daniel trouva un ours en peluche déchiré accroché à la clôture du manoir d'Alexander, son rembourrage s'échappant, un œil en plastique arraché. Le message était clair, nous vous surveillons toujours. Le garçon recula de terreur, hanté par des cauchemars. Alexander resta figé, la fureur bouillonnant en lui. Marcus avait osé menacer un enfant. Les pièces du puzzle s'assemblèrent enfin, avec les relevés de dettes, le témoignage de Sarah et les preuves de transactions douteuses entre Evans et Marcus. Harris demanda une convocation. Une audience publique fut fixée. La guerre de l'ombre était sur le point d'éclater au grand jour. Le jour du procès, toute la ville sembla retenir son souffle. L'ancien palais de justice était plein à craquer. Dehors, les journalistes envahissaient les marches. À l'intérieur, Clara était assise à côté de David Tran, le visage pâle, mais les yeux brûlants de résolution. À côté d'elle se tenait Alexander, silencieux, inébranlable, comme une pierre face à la marée. De l'autre côté de l'allée, Marcus entra avec son avocat, David Chen. Il portait le masque familier du frère dévoué, parvenant même à sourire au regard compatissant de quelques connaissances. Les débats s'ouvrirent avec la présentation de Chen. Il parla avec une force dramatique, agitant des dossiers psychiatriques, une procuration notariée et des déclarations de voisins soudoyés et de soi-disant experts. Votre honneur, conclut-il, ce n'est pas un crime, mais une tragédie. Mon client ne faisait que tenter de sauver sa sœur de ses propres délires. Une onde de murmures se répandit dans la salle d'audience, le doute vacilla dans plus d'un regard. Clara baissa la tête, ses épaules tremblantes. Alors David Tran se leva, calme, délibéré, sa voix posée. Oui, Clara a souffert après la mort de son mari, mais le chagrin ne signifie pas la folie. Nous avons un témoin, l'infirmière Sarah Miller. Sarah s'avança à la barre, sa voix hésitante mais claire. Elle décrivit la nuit où Marcus força Clara à signer les papiers à l'hôpital. Chen sauta sur ses pieds, raillant qu'elle avait mal entendu, qu'elle fabulait. Mais la graine du doute avait déjà été plantée dans l'esprit du jury. David Tran continua, soulevant un sac scellé contenant une clé USB, trouvée à l'intérieur de l'ours en peluche de Daniel. Elle contient un enregistrement de la nuit en question. La pièce se figea. Le visage de Marcus se vida de ses couleurs, sa main tremblant sur la table. « Objection » cria Chen. Mais la réponse de Tran fut glaciale. « Nous avons le rapport d'un expert attestant que le fichier est intact. Nous demandons une lecture immédiate. » Le juge hocha la tête.
Les haut-parleurs crépitèrent. La voix de Clara, suppliante, désespérée. Puis la voix froide et vicieuse de Marcus, dépouillée de toute fausse douceur, « Signe où toi et ton gamin pourrirez dans la poubelle. » La menace traversa la pièce comme une lame. Des halètements éclatèrent, les spectateurs reculèrent, les jurés se regardèrent avec dégoût. Marcus était blême, la sueur coulant sur ses tempes. Il balbutia, « Non, faux. Ils m'ont piégé. » Mais personne ne le crut. Maintenant, Harris s'avança, portant le coup final. Il présenta le dossier d'enquête de Riley, dette de jeu, usurier, les sommes astronomiques que Marcus avait désespérément cherché à couvrir. Le mobile est clair, déclara Harris. Il avait l'intention de s'emparer de chaque centime de la succession de sa sœur. Écrasé sous le poids des preuves, Marcus s'effondra sur sa chaise, se tenant la tête. Mais les mots qui le brisèrent vraiment ne vinrent pas d'un avocat ou d'un procureur. Ils vinrent d'un enfant. Daniel, qui était resté silencieux depuis le début, se leva soudain. Le garçon trembla, les yeux humides de larmes, mais sa voix résonna avec force. « Tu as enfermé ma maman dans la poubelle cette nuit-là. Je me suis caché sous le lit. J'ai tout vu. Tu l'as frappée. Tu l'as traînée. » La salle d'audience entière se tut. Puis Daniel éclata en sanglots. « Tu es un méchant homme. Tu as déchiré mon ours en peluche. Tu es cruel. » Ce cri d'enfant eut plus de poids que n'importe quelle preuve légale. Il transperça directement la conscience de toutes les personnes présentes. La foule éclata, lançant des malédictions à Marcus. Le juge frappa de nouveau avec son marteau, mais l'ordre était impossible à rétablir. Marcus se débattit, criant son innocence, mais ses paroles ne signifiaient plus rien. Il fut emmené par la police sous les regards méprisants de tous. Dans le chaos, Alexander souleva Daniel dans ses bras, serrant le garçon étroitement contre sa poitrine. Clara se précipita et s'effondra dans leur étreinte. Pour la première fois, après des jours de terreur, ses larmes étaient des larmes de libération. Tous les trois, une mère résiliente, un enfant courageux et un homme marqué par le regret, se tenaient ensemble au cœur de la tempête. Mais cette fois, ils avaient gagné. Un mois après le procès, l'atmosphère de la ville, jadis lourde de murmures, de suspicions et de peur, s'était enfin apaisée. Le soleil baignait la grande-rue, les magasins avaient rouvert, et les cloches de l'église sonnaient le matin comme pour marquer un nouveau départ. Dans une prison à plus de 160 km de là, Marcus avait officiellement commencé à purger une peine de 20 ans. À la une du journal local, de gros titres s'étendaient en haut, « Le frère imposteur, la vérité exposée ». La photo de lui menotté, la tête baissée, mit fin à tout débat. Ceux qui l'avaient jadis défendu restaient maintenant silencieux. Plus personne n'osait parler du soi-disant frère dévoué. Clara aussi fut enfin disculpée. Les autorités de la ville organisèrent une conférence de presse officielle pour lui présenter des excuses publiques pour avoir hâtivement apposé le mot « folle » sur son destin. Un certificat d'honneur restauré lui fut remis en personne, tandis que les caméras crépitaient sans fin. Clara ne prononça que quelques mots, « Je n'ai pas besoin de gloire, je veux juste que chaque enfant soit cru quand il parle. » La pièce se tut, puis une vague d'applaudissements longs et soutenus éclata. Au dernier rang, Sarah, l'infirmière qui avait courageusement témoigné, baissa la tête et sourit avec un soulagement tranquille. Alexander s'approcha, lui serra fermement la main et murmura, « Sans vous, la vérité aurait été enterrée. » Merci. Ce simple moment clôtura une intrigue mineure, mais il fut suffisant pour que toute la ville comprenne, la justice ne devient réelle que lorsque des gens ordinaires osent dire la vérité. Tandis que Clara avait besoin de repos et de traitement, le tribunal accorda la tutelle temporaire à Alexander. Le jour où il signa les papiers d'adoption, sa main trembla en tenant le stylo. Un homme qui avait jadis cru être indigne d'être père était maintenant légalement reconnu comme le pilier d'un enfant. Pour Alexander, c'était plus qu'une responsabilité, c'était une seconde chance de réparer les erreurs de son passé. Par un clair matin de week-end, sous des nuages minces comme des foulards de soie, Alexander se promenait avec Daniel et Clara autour de la place de la ville. Le garçon, autrefois si frêle, avait maintenant meilleure mine, sa petite main s'accrochant fermement à celle d'Alexander. Clara marchait plus lentement, son visage portant encore des traces de fatigue, mais ses yeux avaient retrouvé leur lumière. Soudain, Daniel s'arrêta, leva les yeux vers lui et parla. Sa voix était petite mais ferme, portant à travers la matinée tranquille. « Papa !» Alexander se figea, sa poitrine se serrant comme dans un étau.
Il se tourna et rencontra les yeux brillants d'un enfant, non plus gonflé par la peur, mais rayonnant de confiance. Incapable de se retenir, il serra le garçon dans ses bras. Clara sourit à travers les larmes qui montaient à ses yeux. À travers la ville, les gens commencèrent à raconter l'histoire de ces 3 vies, non plus comme un scandale, mais comme une preuve. Parfois, croire en la voix tremblante d'un enfant peut suffire à sauver une vie et même à changer une communauté entière. Une nouvelle aube se posa sur la ville, douce mais implacable. Et dans cette lumière, une nouvelle famille naquit, non du sang, mais de la foi, du courage et de l'amour. Et ainsi notre voyage avec Alexander, Clara et Daniel a atteint sa fin. D'une ruelle sombre et humide à un tribunal qui ébranla la ville, et finalement à un lever de soleil rempli de lumière, cette histoire n'est pas seulement celle d'une bataille entre le bien et le mal, c'est un rappel profond de la force extraordinaire cachée dans les plus petites choses, le cri d'aide d'un enfant, un secret caché à l'intérieur d'un ours en peluche usé, et surtout, un simple acte de choix de faire confiance. Alexander Knight a commencé cette histoire comme un homme qui avait tout, l'argent, le pouvoir, le statut. Pourtant, il lui manquait la chose la plus importante, la capacité d'écouter avec son cœur. Le choix qu'il a fait ce jour-là, de ramener sa voiture dans l'allée, de croire aux yeux remplis de larmes de Daniel plutôt qu'à la logique froide de son propre esprit, n'a pas seulement sauvé la vie d'un enfant, il a sauvé sa propre âme. Il a découvert que la plus grande richesse qu'une personne puisse jamais posséder ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous osons donner, un peu de temps, un peu de confiance, une étreinte protectrice. Et peut-être la plus grande leçon que cette histoire laisse derrière elle est la suivante, dans un monde bruyant et sceptique, il faut parfois apprendre à se taire, à mettre de côté nos préjugés, et à écouter vraiment les voix les plus faibles, car la vérité que nous cherchons ne se trouve peut-être pas dans les hauts lieux, mais cachée dans le murmure d'un enfant. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à sa dernière page. J'espère qu'à travers chaque chapitre, vous avez trouvé non seulement du divertissement, mais aussi des moments de réflexion pour vous-même. Et je ne peux m'empêcher de me demander, dans votre propre vie, avez-vous déjà été confronté à un choix entre la raison et la compassion? Ou y a-t-il eu un moment où le petit geste de quelqu'un a complètement changé votre façon de voir le monde? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, j'adorerais entendre vos histoires. Prenez soin de vous et, surtout, ne cessez jamais de croire au bien. Au plaisir de vous retrouver dans les voyages à venir.